304 clubs de la division régionale et des districts vont pouvoir retrouver la compétition à partir du 11 mars. Contraints à 3 saisons blanches de 2019 à 2022, non bénéficiaires de la subvention fédérale et privés du droit de vote, ils se sentent marginalisés au sein de la Fédération ivoirienne de football. On ouvre le débat après cette vidéo préparée par la rédaction. La Fédération ivoirienne de football FIF a lancé en grande pompe la saison 2022-2023 des championnats de la division régionale et des districts vendredi 3 mars dernier au stade du 3e bataillon de Bouaké. Ces compétitions débutent effectivement le 11 mars. Pour ces clubs des 4e et 5e divisions du football ivoirien, c'est le grand soulagement. Ils vont retrouver la compétition. La dernière fois qu'ils ont joué, c'était lors de la saison 2018-2019. En 2020, l'arrêt prématuré de toutes les compétitions de football en raison de la pandémie de Covid-19 les avait contraints au chômage. Sous la normalisation de janvier 2021 à avril 2022, ils n'ont pas eu l'opportunité de refouler le rectangle vert. Des problèmes d'ordre financier ayant été évoqués par le comité de normalisation avec l'avènement à la FIF du nouveau comité exécutif présidé par Idriss Diallo, les choses viennent de rentrer dans l'ordre. Cependant, cela semble un lot de consolation pour ces 304 clubs amateurs des 4e et 5e divisions régulièrement inscrits. Contrairement à leurs homologues de la 3e division et du football féminin, ils ont le sentiment d'être les mal-aimés de la fédération. C'est en 2011 qu'une réforme instituée par l'équipe du président Sidi Diallo a scindé la division d'honneur en 3 niveaux, la D3, la division régionale et les districts. Les clubs des 2 dernières divisions ne bénéficient d'aucune subvention fédérale. D'autre part, bien qu'étant des membres affiliés, ils n'ont jamais eu le droit de vote. L'amendement proposé par le comité de normalisation d'accorder ce droit aux clubs des 4e et 5e divisions par l'intermédiaire des ligues régionales a été rejeté par l'Assemblée générale. Contraints à 3 saisons blanches, non bénéficiaires de la subvention fédérale et exclus du processus électoral, ces clubs se sentent mal aimés et marginalisés au sein de la Fédération ivoirienne de football. Petit rappel de la question LGT, le football amateur est-il négligé par la fédération? Oui, c'est notre question LGT, enfin reformulée si vous voulez. Pensez-vous ici en plateau que le football amateur est négligé au sein de la fédération quand on sait que les 4e et 5e divisions comptent 304 clubs régulièrement inscrits? Roger Stéphane, Jean-Philippe, Ballot, Ardoise, oui ou non? Derrière, nous allons argumenter. Tout simplement. Et je profite pour ouvrir le téléphone. Féru de sport. Bon. Sur notre question LGT d'aujourd'hui. Oui pour Ballot. Oui également pour Roger Stéphane. Ben, bref, oui pour tout le monde. Oui également pour Henri-Joël Bois. Le football amateur est-il négligé par la fédération? Ballot, quels sont les éléments qui justifient votre oui? Oui, parce que déjà, il faut dire qu'ils l'ont dit sur ce plateau. On a eu la chance de les recevoir. Ils ont exprimé un certain nombre de problèmes, notamment le fait qu'ils participent aux cotisations, mais ils n'ont pas le droit de vote. Ça, c'est un premier élément du fait qu'ils sont marginalisés, parce que ce n'est pas le cas pour les autres divisions qui, elles, cotisent et, elles, ont le droit de vote. Donc, partant de ce fait, il y a une certaine forme d'injustice, ça c'est le premier élément. Et ensuite, faut dire que cette ligue amateur ne bénéficie pas, ou bien c'est ceux dont on parle, ceux qu'il s'agit des divisions de district et des divisions régionales n'ont pas la subvention. En plus de ne pas avoir la subvention, il faut dire qu'il n'y a pas de statut véritable au sein de la Fédération ivoirienne de football. Quand on parle de statut, on fait référence, je dis bien, à ces 3 éléments, c'est-à-dire organisation régulière d'un championnat, subvention allouée et droit de vote. Donc, ils n'ont pas tous ces éléments-là, alors que leurs frères, leurs confrères ont droit à ces éléments. Ils cotisent tous, mais ils n'ont pas les mêmes droits. C'est comme si on disait que vous remplissez vos devoirs
et vous n'avez pas vous n'avez pas droit à certaines choses. Donc je pense qu'effectivement, partant de ce fait-là, ils sont marginalisés. Ils sont marginalisés, lésés. Henri-Joël Bois, oui. Argumentez, s'il vous plaît. Oui. Mais il faut préciser qu'au niveau de la Ligue amateur, il y a 2 catégories. C'est ça. Vous avez la D3, qui fait partie de la Ligue amateur, et vous avez les... Football féminin. Football féminin, district et division régionale. Même si au niveau du football féminin, il y a un effort qui est fait de subvention. D3, pareil. Mais au niveau des 2 autres divisions, carrément, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, et Ballot a essayé d'énumérer pas mal de situations, notamment le fait que leur voix ne compte pas dans l'élection à la fédération, je dirais dans les prises de décision, il faut le dire comme ça, au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Pourtant, derrière, ils ont quand même des devoirs qu'ils remplissent. Ensuite, au niveau même de leur propre championnat... D'abord, ils sont fichés. Ils sont fichés, mais bon, ouais. Ils n'existent pas réellement. Maintenant, au niveau même de l'organisation de leurs différents championnats, c'est là que se trouve le gros problème. Parce qu'on n'a pas une véritable lucidité ou un véritable chronogramme en ce qui concerne les championnats. C'est vrai que récemment, ce samedi, du côté de Boaké, il y a eu le lancement. Mais depuis longtemps, ils crient un peu le ras-le-bol en ce qui concerne l'organisation de leur championnat. Donc l'un mis dans l'autre, on a l'impression que c'est quand on finit de s'occuper des mieux nantis, notamment la Ligue 1 et la Ligue 2. Les professionnels. Et voilà, la Ligue professionnelle, qu'on se penche maintenant sur leur situation. Et là même, quand on décide de se pencher sur leur situation, de quelle manière? Donc voilà un peu quand même certains éléments qui m'amènent à dire que cette catégorie-là n'est pas véritablement la priorité des différents... Je ne parlerai même pas de cette fédération uniquement. Hein. Il faut l'étendre sur presque tous ceux qui sont passés parce que rarement, on a vu, peut-être dans le passé, ça se faisait avec les divisions corpo où on avait certaines activités qui étaient organisées, mais depuis un bon moment, voilà, la Ligue amateur véritablement n'a pas cette visibilité-là qu'ont les autres ligues. D'accord. Allez, le football amateur est-il négligé par la fédération? Monsieur Konan Yao nous appelle de Wélé. Bonsoir, monsieur Konan Yao. Bonsoir, monsieur. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Allez, notre sujet de ce soir, c'est le football amateur, enfin la question LGT, le football amateur est-il négligé par la fédération? Oui, à mon avis, oui. Je répondrai directement oui. En parlant du football amateur, je voudrais même parler de la généralité, parler du football en Côte d'Ivoire. Mais on va restreindre aujourd'hui sur le football amateur. Ok. Donc le football amateur est totalement négligé. On ne sent même pas qu'il y a une fédération qui suit nos jeunes frères et sœurs qui sont là pour relever le défi dans les jours à venir, dans les années à venir. Voilà pourquoi on ne sent pas qu'il y a les joueurs dans nos championnats. Puisque les gars ne sont pas financés. Les gars se débrouillent eux-mêmes. Ils se battent eux-mêmes. Ils n'ont pas de soutien. Ils font tout. Vous prenez un peu dans les quartiers, un peu dans ces petits clubs-là, vous verrez qu'il y a des grands joueurs, des grandes équipes qui sont prêts à batailler, qui ont besoin seulement d'être suivis et d'être poussés légèrement pour monter et devenir un grand joueur dans le football ivoirien. Mais malheureusement, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils jouent, et un jour vient, ça prend fait, ils n'arrivent pas à aller, ils restent là et c'est bloqué. Et c'est ce qui joue aujourd'hui sur le championnat national. Bon, comme vous dites, de ne pas parler du football en général. Parce qu'on va prendre d'autres avis, tout ça, donc ça va rallonger un tout petit peu votre intervention si on vous laisse développer plus. D'accord, donc voilà ce que je dis. En tout cas, le football est véritablement minimisé. Merci beaucoup, M. Konan Yao, qui nous a appelé de Wélé. Jean-Philippe Ouria. Concernant donc la souffrance, parce que c'est le terme qu'il faut employer pour parler de ce football amateur, ben, j'ai relevé quelques éléments quand même qui reviennent très souvent. C'est un football qui ne bénéficie pas de subventions, qui n'a pas de compétition régulière, qui n'a aucune compétition donc sponsorisée
et qui n'a même pas une homologation de ses aires de pratique. Parce que comme on a pu se rendre compte dans cette vidéo, en temps normal, cet espace-là est prévu peut-être pour organiser la fameuse course des masques Yakuba, qui est une discipline que j'aime beaucoup, voilà, mais qui n'est pas adaptée pour la pratique du football, mais on fait jouer des athlètes là-dessus, sans couverture médicale. Ça, il faut le dire également clairement, parce qu'évoluer sur ce genre de surface, avec les chaussures qu'ils ont portées, attention aux appuis, chevilles, genoux et autres, et c'est comme ça qu'on arrive à créer beaucoup de joueurs avec énormément de blessures. Ceci étant dit, quand on regarde le nombre de ces clubs, 304, quand on essaie même de multiplier par les mêmes cotisations, pour ne pas dire les mêmes sommes auxquelles ils sont assujettis à payer à la Fédération ivoirienne de football, comme les clubs professionnels, on se rend compte que c'est eux qui apportent le plus d'argent. C'est eux qui financent le plus la Fédération ivoirienne de football. Je suis un tout petit peu, je ne dirais pas choqué, mais déçu du fait que, parce qu'ils n'ont pas le droit de vote, ils sont hyper négligés par les comités exécutifs. C'est vrai, ils ont essayé, ils ont rencontré même le comité de normalisation d'alors pour parler de leur cas, essayer de trouver un moyen de les faire voter, comme cela se fait dans les grandes fédérations, parce que quand on prend la fédération même qui nous a permis d'avoir une fédération de football, la fédération française, les clubs amateurs, même les plus petits, ont un mécanisme de participation au vote du président de la Fédération française de football. Mais ici, on ne veut même pas en entendre parler. Pourtant, on est toujours prompt à aller leur prendre leur argent. Voilà. Donc, moi, je le dis très souvent, c'est à eux de se battre véritablement afin d'avoir plus de reconnaissance, afin, je dirais, d'avoir plus de considération de la part de la Fédération vis-à-vis d'eux, parce qu'il est inconcevable pour des entités de cotiser annuellement, d'être à jour de leurs cotisations et de ne pas pouvoir avoir des compétitions dignes de ce nom. D'accord, allez. Le football amateur est-il négligé par la fédération? C'est notre question LJT. N'hésitez pas, appelez-nous pour réagir tout simplement. Roger Stéphane? Oui, j'ai mis un oui, mais c'est un oui un peu nuancé quand même, parce qu'il y a des éléments qu'il faut regarder à l'intérieur. Bon, ils ne sont pas financés, c'est connu. Ils ne sont pas très médiatisés, c'est connu. Ils n'ont pas de compétition depuis 3 ans et on a mis du temps à régler la situation pendant qu'on a réglé pour les autres, c'est connu. Ils n'ont pas le droit de décision, le droit de vote en Assemblée générale, également c'est connu. Oui, donc dans une grande majorité, quand on jette un regard panoramique comme ça, bon, on se rend compte que oui, le football amateur est vraiment négligé, non pas par ce comité exécutif, mais par tous ceux qui, depuis longtemps, ont dirigé le football ivoirien. Mais je dis, il faut nuancer, il faut vraiment nuancer. Parce que sur la subvention, le football féminin, il fait partie du football amateur. Mais le football féminin est financé, il est subventionné. On est passé de 2 500 000 francs par mois par club à 10 millions de francs CFA par mois par club. Par an, pardon. Et c'est beaucoup. De 2,5 millions à 10 millions pour le football féminin. Sur les prises de décision, la D3 fait partie également du football amateur. Et au niveau de la D3, la subvention est passée à 30 millions de francs CFA. Et là-bas, les clubs de la division 3 ont droit de prise de décision pendant les assemblées générales. Sur les 36 votants de l'époque, 38 clubs sont de D3. C'est quasiment la moitié. Donc attention, il faut nuancer. C'est vrai que quand on a la majorité, en tenant compte des régionales et districts, on a le sentiment que ces clubs-là sont marginalisés, qui ne sont pas pris en compte. Mais quand on regarde 2 autres entités, notamment football féminin et club de D3, il y a une certaine considération, il y a une prise en compte aussi bien pour le financement que pour le droit de vote aux différentes assemblées générales. Mais je dis, il faut aller en améliorant leurs conditions. Parce que quand même, c'est plus de 300 clubs. 300 clubs, c'est beaucoup. Si on doit leur permettre d'avoir un droit de vote, regardez comment ça fait balancer la balance du côté des amateurs, qui seront au nombre de près de 350, compte que 76 clubs votants, disons, enfin, qui sont des ligues professionnelles. C'est un déséquilibre qui ne peut pas accepter. D'ailleurs, les derniers tests ont été écrits par la FIFA. C'est la FIFA qui a écrit les derniers tests. Est-ce que la FIFA a réglé le problème à l'intérieur? Non. Donc, il faut nuancer. Il faut vraiment nuancer. Il y a du bon pour eux et puis pour un groupe qui est un peu délaissé. Mais ça, je pense que si la fédération fait des efforts, progressivement, ce sont des problèmes qui peuvent se régler. Allez, on fait un tour du côté de Bouaké pour retrouver M. Fofana Média. Bonsoir, M. Fofana. Bonsoir, Jean-Baptiste. Bienvenue sur la 3. Comment ça va, mon frère? Ça va bien, et vous-même? Oui, ça va. Alors, le football amateur est-il négligé par la fédération, selon vous, M. Fofana Média? Bonsoir, la gâteau d'abord. Bonsoir, M. Fofana, vous savez quoi? C'est la télé qui fait écho. Du coup, c'est compliqué. Est-ce que vous pouvez
diminuer le volume, éteindre pour qu'on puisse mieux... Je suis au dehors. Ah ouais? Mais j'entends la télé... Non? D'accord. Allez-y, allez-y. C'est mieux, voilà, c'est mieux là. C'est mieux. C'est mieux là, non? Oui, c'est mieux, allez-y. Bon, du tout, d'abord, je voulais me présenter mes condoléances à le footballeur qui nous a quitté hier. Sila Mustafa, à sa famille, vous voulez dire? Ouais. Sa famille et tout le milieu. D'accord. En général. Merci beaucoup, M. Fofana. Voilà. Ah, mais Jean-Baptiste, oui. Si aujourd'hui le football amateur est négligé, c'est la réalité. Ils sont négligés. Comme les gars qui ne votent même pas au niveau des élections. Mais ils vont pas dire quoi, les gens vont l'écouter. La seule chose que moi je suis en train de voir là, c'est concernant le fait que les gars... On est dans l'argent, mais c'est vrai, mais l'argent, ça sert à quoi? On a qu'à laisser choisir celui qui veut la diriger. Ok. C'est le seul chose que moi-même je demande. Il n'a qu'à laisser football amateur, il n'a qu'à être parmi ceux des votants aussi. Ok. Parce que les votants là, il peut décider quelque chose, mais à part le moment où il ne vote pas là, il veut décider quoi? C'est ça. Il ne peut rien décider. Donc ils doivent avoir le droit de vote. Il n'a pas le droit de vote, il vote nous, il ne vote pas. D'accord. Et après, ils vont nous dire que non, c'est pas le public qui vote. Donc vraiment, bonne soirée à vous et bonne émission. Merci beaucoup, M. Fofana Média. Allez, on l'a évoqué, hein, 2019-2022, rien. Est-ce que vous avez des éléments de réponse qui justifieraient cette période blanche? Non, je pense que c'est deux raisons essentielles, hein, si je ne m'abuse. Il y a la situation de la Covid qui a donc mis fin aux compétitions à un certain moment. Donc, le comité de normalisation s'est battu un peu pour relancer les compétitions au niveau de la Ligue 1 et je crois de la Ligue 2. Ils n'ont pas pu terminer, annoncé pour la D3. Ils n'ont pas lancé les compétitions pour ces équipes locales. Donc, voilà un peu les deux raisons. Il y a eu la Covid. Ensuite, il y a eu la crise avec la période de la normalisation. Je dis ça avec du sourire parce que la normalisation avait d'autres priorités, les conférences et les audits. Donc, on n'a pas organisé les compétitions au niveau du football amateur. Voilà les deux raisons essentielles. Covid et la crise du football ivoirien. D'accord, merci. Balo, est-ce que la reprise du championnat va suffire à apaiser un tout petit peu leur frustration? Non, elle ne suffira pas, même si c'est encourageant. Je pense que déjà, le fait d'organiser un championnat veut dire qu'on leur reconnaît une existence. Là, je continue de parler des divisions régionales et de districts, hein, parce qu'il faut bien circonscrire le débat. Donc, en ce qui concerne les divisions de districts et régionales, c'est très intéressant de comprendre qu'il y a un championnat qui est organisé. C'est une première étape. Ensuite, je pense que la prochaine étape, ça sera donc le fait d'allouer des subventions, parce que s'il n'y a pas de championnat, on ne peut pas allouer de subventions. Maintenant, il y a un championnat, on va passer donc à l'allocation des subventions. Et ensuite, pourquoi pas, la troisième étape qui sera donc le droit de vote. Donc, c'est encourageant, mais vu que c'est une seule case pour le moment qui est cochée et que les deux autres ne sont pas encore cochées, je pense que ça ne suffira pas, mais c'est un premier pas important dans la réglementation de leur situation. D'accord. Monsieur Diomandé Mamadou nous appelle de Sipilou. Bonsoir, Monsieur Diomandé Mamadou, bienvenue. Comment va le grand GB? Ça va bien et vous? Et le week-end, comment c'était? Bon, Dieu merci, avec la 3, hein, le mois est haut. Super. Un début de semaine, ça allait. Super. Donc, c'est la table. Salut, monsieur. Balo. Oui, bonsoir, monsieur. Allez. Bon, oui, monsieur Diomandé Mamadou. Moi, personnellement, c'est une durée qu'on va faire pour le football amateur. Hein. Et de dire à la fédération de voir leurs problèmes, leur accorder le droit de vote et leur donner un peu de subvention aussi. Et puis essayer d'organiser leur championnat. Parce qu'à l'époque, autant de Thier, Joël Jacques et Issouf Fana, c'était Loissu. Loissu aussi repêchait des oiseaux rares de football ivoirien. Il y a que le district et les régions là, il y a des oiseaux rares là-bas. S'il y a un championnat pour eux, je sais que la fédération permettra au club de repêcher des oiseaux rares pour venir au sein des clubs et puis le championnat c'est riche. Donc moi, c'est une doléance
j'ai peu auprès de la fédération. Forcément, ils sont beaucoup. Mais ils vont goûter bien la sauce aussi. Donc, ils vont donner un droit de subvention, et puis leur droit de vote, et puis organiser leur sélection. Donc, avec la 3, ça pour nous, la 3 est meilleure. Vous êtes meilleur en ensemble. Merci beaucoup. Merci pour votre slogan, M. Diomandé Mamadou. Jean-Baptiste, il faut peut-être préciser une chose quand même. Les clubs amateurs votent. Il ne faut pas qu'on dise que les clubs amateurs ne votent pas. Expliquez. Les clubs amateurs votent. Il y a la Ligue professionnelle. La Ligue professionnelle, c'est la Ligue 1 et la Ligue 2. La Ligue amateur, c'est la D3, le football féminin, régional et district. Donc, les clubs amateurs votent, plus que les clubs de D3 votent. D'accord. Sur les 38, sur les 76, sur les 76 votants des dernières élections, il y a eu 38 clubs de D3 qui ont voté. Ce sont des clubs amateurs. Seulement que la majorité qui sont districts et régionales et football féminin ne votent pas. Bah, du coup, mais les clubs amateurs votent. La Fédération ivoirienne de football est une association avec son organisation. Dans son droit de vote, les clubs de Ligue 1 ont 3 voix, les clubs de Ligue 2 ont 2 voix et les clubs de D3 qui sont amateurs ont 1 voix. Je rappelle que pendant le processus électoral, la FIFA avait dit qu'elle n'était pas d'accord pour la catégorisation, n'est-ce pas? Mais quand elle a écrit les tests, elle a laissé ces éléments qui donnent 3 voix au club de Ligue 1, 2 voix au club de Ligue 2 et 1 voix au club de D3. C'est la FIFA qui a écrit les tests. Donc, les clubs amateurs votent. Il y a 38 votants sur les 76 qu'on avait parlé. Il faut nuancer ça. Il faut nuancer ça. Ne faut-il pas leur accorder aussi le droit de vote par l'intermédiaire des ligues régionales? Roger essaie de faire un jeu de mots qui est assez appréciable. Il veut défendre l'indéfendable. Quand vous avez une ligue professionnelle où il y a 100% de votants et une ligue amateur constituée où il y a 38% de votants sur 304, il n'y a pas d'équité. Il faut qu'on se le dise clairement. Quand on vous dit qu'ils ne votent pas, il ne faudrait pas faire de jeu de mots. Les clubs amateurs ne votent pas. Il faut être clair. Au Sénégal, on a vu la dernière élection de Senghor. Même si l'élection doit prendre 2 jours, tout le monde vote. En France, tout le monde vote. Alors c'est un apartheid qui est fait pour faire une sorte d'entonnoir, pour avoir un petit nombre de clubs votants, qu'on va pouvoir battre une campagne assez serrée. On ne va pas parler de mallette ou d'enveloppe, quoi que ce soit, des amitiés. Et puis on a plié l'affaire, c'est terminé. Mais comment vous voulez mettre sur le même pied d'égalité en termes de droit d'adhésion à une fédération des clubs amateurs, des clubs professionnels, et lorsqu'ils ont besoin d'avoir, comme on appelle, je vais dire, une zone d'expression, on leur dit non, vous n'avez pas le droit d'avoir accès à cette zone. C'est de l'injustice. Et je tiens à le dire, le comité de normalisation est venu régler un problème parmi tant d'autres. Ils sont venus régler un problème. C'était celui d'un litige électoral. Donc, ils sont partis avec le même collège. Mais ça ne veut pas dire que les tests qui ont été votés là sont immuables. Ces tests-là, on peut les réviser et puis essayer de mettre un peu plus d'équité. Mais je rappelle quand même... Alors, il suffit simplement... Il suffit simplement même qu'on prenne 50% de ces 304 clubs pour en faire des votants. Mais je pense que ce serait déjà un fait notable. Oui, mais moi, je pense que je vais dans le sens de Jean-Philippe. Moi, je vais même plus loin. Pourquoi 50% alors qu'on peut avoir 100%? Je pense que le but d'un vote, le droit du vote, l'essence du droit du vote, c'est d'être représentatif. C'est la représentativité. Ben, si on nous dit que 38% sur 304... 38, même pas 38%, oui, 38 clubs sur 304 votes, le vote n'est pas représentatif. Donc, partant de ce fait, on ne peut pas dire que ces divisions régionales, les districts votent. Donc, il faut appeler à un vote à 100%. Henri Joël, votre avis sur ça? Moi, je pense que normalement, on ne devrait pas trop spéculer même sur cette affaire de droit de vote. Ça peut venir après. Aujourd'hui, le plus important pour moi, puisque l'espace d'expression de ces clubs-là, c'est plutôt le terrain d'abord. Dans un premier temps, organiser la compétition et bien organiser la compétition. Là où je suis encore d'accord avec Jean-Philippe, c'est d'abord choisir de bonnes pelouses ou bien de bons espaces pour leur permettre de s'exprimer. Ça, c'est le premier point. Il ne suffit pas aussi de dire, OK, on organise une compétition, donc ce qui veut dire que vous existez. Non, il faut organiser et puis il faut aller jusqu'à la fin de la compétition. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on a l'habitude de voir certains tournois commencer. Et ne pas s'achever. Qui ne s'achèvent pas, qui ne vont pas jusqu'au bout. Donc cette fois-ci, je souhaiterais que ce tournoi ou peut-être cette compétition qui a été lancée du côté de Bouaké aille jusqu'à sa fin, afin qu'on puisse avoir non seulement les montées et les descentes dans ces différentes... Mais pour l'instant, on ne le sait pas. Le président était clair là-dessus.
Il a dit que c'est au cours de compétition qu'on saura comment on va voter les règles. Bon, justement, c'est pour cela que je dis qu'on organise. Et ça, c'est le plus important par rapport au droit de vote. Maintenant, je vais venir sur le vote. Maintenant, s'il vous plaît, monsieur Paul Valéry, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, JB. Allez, bienvenue sur la 3. Oui. Allez, le football, vous nous appelez de Gagnoa, c'est bien ça? Oui, je vous appelle de Gagnoa. D'accord. Le football amateur est-il négligé par la fédération, selon vous? Oui et non. Ah bon? Dites-nous tout. En première partie, oui. Parce que, comme l'a déjà dit tout le monde, ils n'ont pas la grande partie de ces clubs n'ont pas un droit de vote. C'est-à-dire que les clubs des districts et des régionales. Ouais. Ensuite, n'ont pas de subventions. Et puis le championnat est irrégulier. C'est ça. Et puis le championnat est irrégulier. Donc, pour ça, on peut parler de négligence. OK. Mais il faut reconnaître qu'il y a au moins un effort qui est fait au niveau du football féminin et de la D3 qui font partie des clubs amateurs. OK. Voilà, donc on ne peut pas totalement rejeter le fait, c'est-à-dire que rejeter totalement et dire que les clubs amateurs sont négligés. OK. C'est en partie. OK. Maintenant, à la fédération de faire un effort pour trouver ce qu'on appelle le statut aux clubs qui sont un peu plus bas, c'est-à-dire les districts et les régionales, et qui va leur permettre de régulièrement organiser les championnats et puis peut-être aller progressivement vers la subvention. C'est noté. Parce que ce qui fait que la subvention s'arrête au D3, en son temps, c'est que les 3 niveaux qui existaient, maintenant, à partir de Jacques Anouma, il y a eu d'autres niveaux qui se sont ajoutés. Donc peut-être il faut... faut travailler en ce sens-là. Voilà. OK. Voilà, il faut essayer de rééquilibrer en ajoutant encore une autre division à la D3 au niveau des subventions. Donc après la D3, par exemple, la division régionale, et puis maintenant peut-être essayer de voir plus tard au niveau des districts. Voilà, donc c'est ce que je tenais à dire. C'est noté, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Paul Valéry, merci beaucoup. Allez, Férus de Sport, suivons ensemble ce micro-trottoir. Vous y retrouverez des avis concernant notre question LJT. Le sport amateur, parce que c'est là-bas les joueurs de la Ligue 1 quittent. Ça ne doit pas être négligé. Voilà. Si c'est négligé, ça dépend de la fédération. Ce que j'aimerais dire ce soir, je leur demande beaucoup pardon, qui suit les championnats amateurs. Que le football ivoirien, le football amateur, ne montre pas une qualité de professionnalisme. Raison pour laquelle je me dis que c'est la raison surtout pour laquelle les dirigeants de la fédération ne veulent pas faire valoir ce football-là. Il y a d'abord le foot de moyens. La faute de moyens, il n'y a pas assez de compétition pour ces parties, pour ces tranches-là de sport en fait. Mais malheureusement, il y a beaucoup de talent là quand même. Voilà, merci beaucoup. Allez, c'était des réactions recueillies ça et là dans les rues d'Abidjan. Oui, 2 interventions sur Jean-Philippe et Balo. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est une réalité. Les clubs amateurs votent. Les clubs de D3 sont des clubs amateurs qui votent. Ils sont 38 sur 76 votants. C'est beaucoup. Maintenant, on nous dit on a négligé une partie. Si on fait le cumul des autres clubs amateurs, ils seront autour de 350 clubs amateurs qui vont voter au même titre que 38 clubs professionnels. C'est un déséquilibre flagrant. Deuxièmement, quand la FIFA fait écrire les tests et qu'elle dit à la fédération retournez en Assemblée générale pour enlever les 8 parrainages, elle aurait pu dire dans les mêmes tests-là, modifier le système de vote. D'accord. Jean-Philippe, rapidement. D'accord, Jean-Philippe, rapidement. Moi, je veux juste dire à Roger Stéphane que c'est la même fédération en Assemblée générale qui définit le nombre de clubs et les ligues qui doivent être professionnelles et amateurs. D'accord. Ce ne sont pas... Merci beaucoup. Ce ne sont pas... Roger, s'il vous plaît. Roger, s'il vous plaît. Ce ne sont pas ces clubs-là qui ont décidé d'avoir le statut d'amateur. C'est la fédération qui fait une scission. C'est noté. Voilà. Donc c'est eux qui préfèrent avoir le maximum de clubs en zone amateur et puis un minimum de clubs en zone professionnelle. C'est noté. Le football amateur, Roger, s'il vous plaît. S'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Le football amateur est-il négligé par la fédération? Eh bien, c'était notre question LGT. Nous allons marquer une courte pause. Quand on reviendra, bien sûr, on parlera du stade de la paix de Bouaké. Nous ferons une immersion et Henri-Joël Boité à Bouaké pour suivre tout ça. C'est avec lui, naturellement, qu'on parlera du stade de la paix de Bouaké. A tout de suite, ne zappez surtout pas.
son homologation. Le stade de la Paix de Boaké, en rénovation depuis 2019, a été livré samedi dernier. Les clés du joyau architectural ont été remises au ministre des Sports, Paulin-Claude Daon, en présence de son collègue des Transports, Amadou Koné, et bien d'autres personnalités administratives de la belle cité du Béquet. Alors, le deuxième stade affrété pour la CAN 2023 vient d'être livré. Jean-Philippe, quel est votre sentiment? C'est le troisième. En fait, souvent on se trompe quand on apprécie les stades parce que Véron Mozengo a cité 3 stades qui sont prêts. Souvent on oublie Bimpe parce que jusqu'à présent, bon... On n'en sait pas grand-chose sur la pelouse. On n'est pas rentré, sinon... Et puis ça, Véron l'a dit. Il a dit Bimpe, le stade Yam Soukro, le stade de Boaké sont prêts pour la CAN. Lui, il a eu la chance de visiter les 3 recettes. Mais pour revenir au stade de Boaké, qui est celui qui nous intéresse, on dira tout simplement ouf, enfin. Le joyau est prêt parce que depuis 2019, on a vu la cadence des travaux. Les travaux, on a vu un peu se dessiner à travers les tâches réalisées ce beau stade. Et aujourd'hui, il a été livré. Maintenant, bon, pour nous qui n'avons pas eu la chance d'être présents le jour de l'ouverture, je pense qu'Henri Joël était un privilégié. On attendra le 24 avec le déplacement des éléphants de Côte d'Ivoire à Boaké face aux Comores pour voir à peu près à quoi ressemble cet écran-là avec toutes les commodités audiovisuelles. C'est ça. Donc déjà, c'est un ouf de soulagement. Ça démontre que nous sommes en train de petit à petit aller vers cette compétition qui est tant attendue, la Coupe d'Afrique des Nations. Et bien, on espère que ce stade magnifique qui a été réalisé là va nous permettre de vivre de très grands moments. D'accord. Henri Joël, je me tourne à 70% vers vous. Vous étiez au stade, parce que le stade a accueilli 2 rencontres, 2 matchs. Est-ce que vous pouvez nous dire... Enfin, vous avez touché la pelouse, Henri Joël? J'étais à côté. Je n'ai pas touché. Mais vous savez, je vais faire comme les habitants de Boaké. C'est le plus beau stade de la Côte d'Ivoire actuellement. Voilà. C'est un beau stade. Voilà, ça a été moi, je connaissais ce stade avant sa rénovation. Je voyais un peu, je sais un peu comment ça se présentait. Aujourd'hui, c'est autre chose. Hein. Du côté de Boaké, ce stade est beau. On avait quand même l'occasion de visiter certains espaces à l'intérieur. C'est magnifique. Quel compartiment, par exemple? Les vestiaires, la salle de conférence, la salle de conférence de presse. C'est pas toutes les portes aussi qui étaient ouvertes pour permettre cette visite. Donc voilà, il y a eu des endroits où on a pu avoir accès. Il y a des endroits où on ne pouvait pas aussi rentrer, vu que ce match aussi était à huis clos et puis il fallait essayer pas mal de choses. La salle VIP est magnifique, voilà, où se trouvaient les VIP. Mais là aussi, on a eu quand même la possibilité de visiter. Donc voilà, il y a pas mal de choses, de très belles choses. Mais pour ce qui concerne la pelouse, c'est plutôt les joueurs qui ont pu évoluer sur cette pelouse-là qui peuvent en dire plus. Et d'ailleurs, vous aurez l'occasion. Les retours que vous avez, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui, c'était une bonne pelouse. Et moi, ce que je retiens, c'est que parmi ceux qui sont exprimés, quand même, il y a Gouaman Mac, à qui on a posé la question, puisque lui, c'est vrai, il évolue ici, mais il a quand même tourné avec l'équipe nationale, que ce soit au niveau du CHAN cette année. Le défenseur de Gagnoa. Le défenseur de Gagnoa avec les autres années. Il a pu visiter pas mal de stades, notamment en Afrique, parce qu'on ne cesse d'évoquer les pelouses de l'Afrique du Nord. Donc du coup, lui, il a quand même cette capacité de mieux juger cette pelouse, à qui on a posé la question. Il a dit, ben voilà, c'était une très très belle pelouse. Et il ne voulait pas faire de comparaison, mais quand même, il a dit, oui, c'est une pelouse qui lui a permis, surtout à cette équipe de la SOA, pour revenir à ce match, à cette équipe de la SOA, de mieux dérouler son jeu, même si elle a perdu. Parce que la SOA pratique un football intéressant, mais avec le système de jeu, ils ont dit que cette pelouse, quand même, leur a permis de très très bien s'exprimer ce samedi. Allez, vous avez pu tendre votre micro à quelques autorités des réactions que nous allons proposer à nos fidèles téléspectateurs maintenant. On regarde ensemble. Vous êtes venus et vous êtes témoins que le Stade de la Paix, qui a une capacité de 40 000 places, est aujourd'hui l'un des joyaux sur le plan des stades en Afrique. Nous sommes donc venus le réceptionner avec l'entreprise Mota qui a procédé à sa réalisation. Nous sommes venus aussi avec le Bénet qui a assuré l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et c'est l'occasion pour nous d'encourager nos collaborateurs de l'Office national des sports qui ont été
les maîtres d'ouvrage délégués de cette belle réalisation. Le ministère des Sports donc se réjouit de la marche que nous sommes en train d'effectuer pour que, après Boaké, nous puissions installer le décor de Korogo et enfin, dans les prochaines semaines, de San Pedro, pour que conformément aux décisions, aux recommandations et aux analyses de la CAF, nous puissions être en homologation de l'ensemble des infrastructures sportives et d'hébergement de la CAN 2023 pour le mois de juin 2023. On me dit que c'est le plus beau stade de Côte d'Ivoire. En tout cas, je constate que le stade est très beau. Il est bien fini et en tant que cadre de Boaké, c'est avec beaucoup de fierté. Ce que nous allons faire, c'est de bâtir autour de ce stade un certain nombre d'activités, parce que c'est important que autour du stade, donc les cadres ici puissent se mobiliser, profiter du stade, mais également profiter de tous les espaces qui sont maintenant autour du stade, animer davantage la ville. Nous allons nous apprêter pour être à la hauteur de l'événement qui arrive, car nous savions pour une telle grande compétition, on a besoin du tout, et surtout de la presse. Vous, hommes de la communication, nous aurons besoin de vous pour relayer réellement ce qu'il faut et ce que doit faire notre population pour que nous soyons à la hauteur de l'événement. Si maintenant, chemin faisant, on réussit à être les meilleurs de la présentativité en matière de qualité, de communication, d'accueil, bon ben c'est vous qui allez nous le dire. Les acteurs du football de Boaké se sont prononcés également sur la mise à disposition du stade de la Paix de Boaké. Voyant déjà le stade rénové et voyant les qualités des hommes qui travaillent pour le football au niveau de Boaké et voir également ceux qui forment, et cela augure d'un lendemain meilleur. Parce que nous nous disons que quand les enfants voient les infrastructures, alors à chacun veut aller jouer sur ce terrain-là. Et ça motive encore davantage les enfants à mieux travailler pour se dire un jour, je vais jouer dans ce stade. Et ça, c'est déjà quelque chose de fantastique pour Boaké. Et nous croyons que, essayons, venons à Boaké pour jouer des matchs et vous allez voir que le terrain sera toujours plein. L'homologation du stade est bienvenue, car les équipes de Boaké pourront recevoir ici et nous allons recommencer à aller au terrain comme avant. Qu'est-ce que selon vous ça va apporter de façon concrète au football ici à Boaké? Ben, le développement, parce que là c'est des grandes pelouses. Hein. Je pense que si j'ai bien entendu, il a dit que c'était digne des pelouses de Coupe du Monde. Donc ça dit qu'une bonne pelouse, quand on a ça, on pratique le bon football. On l'a accueilli avec une immense joie. Vraiment, on était très heureux à Boaké ici. Parce que puisqu'il y a très longtemps que les stades sont fermés, les matchs de la première division, c'est-à-dire le match de BFC, la deuxième division, c'est Espérance FC, étaient déportés ailleurs. Donc vraiment, la population restait comme ça, sans regarder un match de foot, vraiment, ce n'était pas facile pour nous. Donc avec l'inauguration du stade, vraiment, c'est une immense joie, c'est bienvenu. Après 4 ans de disette, en errant dans les différents stades du pays, on retrouve notre passion. On remercie Dieu, on remercie le gouvernement. C'est quand tu joues hors de ton territoire, l'équipe est orpheline. Avec l'affluence, je pense que l'équipe avec son 12e homme va jouer les premiers rôles dans ce championnat. Avec ce beau joyau, nous sommes obligés de nous mettre au travail. Allez, voilà, c'est un élément réalisé par Henri Joël Bois qui était à Boaké par le compte de la 3, donc c'était notre envoyé spécial. Avec Vassiriki aussi. Hein. Ouais, Vassiriki Bakayoko, ouais, le cadreur qu'on salue au passage. Roger, une chose est d'avoir un joyau architectural, une autre est de s'en occuper. Ah ben, est-ce que vous avez des informations concernant cet aspect-là? Oui, je sais que c'est l'ONS qui est en charge de l'entretien des infrastructures sportives en Côte d'Ivoire. Ça a été un acteur important dans la construction et la réhabilitation de tous ces stades. Donc je pense que oui, des mesures seront prises pour entretenir ce stade-là. Parce que quand même, il faut rappeler que par le passé, la plupart des grands stades qu'on avait à l'intérieur du pays sont tous tombés un peu en désuétude, j'ai envie de dire. Hein. Le stade Léon-Robert de Mans, le stade Henri Konan Bédier,
du côté d'Abengourou, le stade Thomas Daka Katiola. Voilà, la légitimité de Bandoukou, etc., etc. Donc des grands stades comme ça. Maintenant, là, on est très heureux parce que ce stade de Bouaké, il est beau. Bon, j'ai entendu Henri Joël dire que les gens à Bouaké pensent que c'est le plus beau stade de Côte d'Ivoire. Mais attention, il y a la réhabilitation du stade Félix Houphouët-Boigny, qui est un autre design. Le stade Félix Houphouët-Boigny est un autre design. Il a coûté aussi cher. Lui, il doit être particulièrement très beau. On attend de voir ce que ça va donner. Donc, on est heureux de savoir que, les infrastructures commencent à être prêtes pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et BMP est quasiment prêt. Yamsoukro opérationnel, Bouaké opérationnel maintenant. Et on est heureux de savoir qu'après la CAN, enfin, certaines de nos localités auront un stade où toutes les équipes de Ligue 1 vont retourner dans les régions d'origine pour accueillir leurs matchs dans ces différents stades. Ça, c'est un pur bonheur pour Korogo, pour Bouaké, pour Yamsoukro, pour San Pedro. C'est un pur bonheur et vraiment on attend de voir les autres stades, notamment ce mythique stade Félix Houphouët-Boigny. Allez, c'est entendu. Le tout premier numéro de la semaine de la Grande Team s'achève ici. Henri Joël, merci beaucoup. Mohamed Ballo, je vous en prie. Merci à vous également. Jean-Philippe Auriard, Roger Stéphane. Je rappelle que demain, 4e journée de la Ligue des champions de la CAF, le groupe C, Oroya AC, Raja Casablanca. C'est à partir de 15h45. Et dans le groupe D, Zamalek, Espérance de Tunis, à 18h30. Soyez nombreux, suivi de LGT Le Mag. On sera là en direct, globalement de 15h45 à 22h. Rien que pour vous. Bah, merci. L'Africa joue aussi demain. Comment? Oui, contre Zoma FC. Voilà, ce sera le feu. Merci de toujours rester sur la chaîne qui offre toujours 3 fois plus.